l'idée, c'était de voir, en fait, le thème du jour. C'est effectivement comment intégrer la sécurité dans une stratégie de test. Qui est-ce qui est plus côté testeur et qui est plus expert sécurité aujourd'hui? Sécurité, levez la main. Ah, voilà. Bon, un petit peu plus sur pour ceux qui sont connectés par le webinaire, vous pouvez mettre vos commentaires dans le chat. Voilà. Donc là, nous, sur Sophia Antipolis, on est au Business Pole chez Telecom Valley, qui est un animateur du numérique local. Et il y a la majorité des gens sont quand même plus côté test et qualité. Donc, dans le domaine d'une stratégie de test, effectivement, l'idée, c'était de commencer à vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de test pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce vocabulaire. Et puis d'aborder la problématique, c'est comment on intègre la sécurité comme famille de tests à part entière dans sa stratégie de test. Et c'est souvent une thématique qui est peu ou mal abordée dans les services QA. Donc, on a décidé d'être 3 intervenants complémentaires. Donc, All4Test, que vous connaissez peut-être, qui est un spécialiste du test et de la qualité logicielle ici sur Sophia depuis 2006 et qui est présent à Paris et à Tunis avec une 50aine de personnes. Et on fait partie aussi donc, de Telecom Valley pour animer les communautés test et qualité. Kiyuan, qui est un éditeur de logiciels qui propose une plateforme dédiée à la vérification de la conformité des applications par rapport aux standards de sécurité du marché. Donc, historiquement, on utilisait nous-mêmes cet outil sur tout ce qui est analyse de qualité de code. Et puis, ils ont développé de plus en plus de solutions pour checker la sécurité. Et ça fera partie justement de la présentation d'aujourd'hui. Enfin, Edmond Cissé, il se présentera, qui est un expert dans la gestion du risque et de la sécurité. Donc, une stratégie de test, c'est quoi? Le but de la stratégie de test, c'est d'optimiser un processus de test d'une manière générale. Et comme vous le savez, en fait, on ne peut pas matériellement tout tester d'une application dans un délai qui nous est imparti. Donc, l'idée, c'est de dire comment tester de manière, entre guillemets, smart. Et pour ce faire, il faut essayer d'identifier en amont les risques du projet ou les risques techniques. Donc, les risques, ça peut être des risques fonctionnels. J'ai une fonction qui est complexe dans mon application. Mes responsables, les responsables des gens de la spécification, les PO, vont pouvoir m'avertir en avance d'une criticité sur tel ou tel module. Ça peut être organisationnel. Tiens, j'ai des équipes dans 2 ou 3 pays, il y a des nouveaux qui arrivent. Ces nouveaux, ils doivent tester telle partie. Où là, je vais faire attention, je vais rajouter quelqu'un, je vais détailler les plans de test, etc. Donc, l'idée, c'est la philosophie derrière, de toute façon, c'est comment j'optimise et j'adapte mon effort de test. Donc, ça sous-entend une certaine anticipation en amont de la réalisation du logiciel. Donc, en fait, on va répondre à des questions du style pourquoi on teste quoi? Donc, le périmètre fonctionnel, mais aussi les différents niveaux de test. Qui teste quoi? Donc, en face de chaque niveau de test, vous allez avoir des gens différents dans l'entreprise qui vont être concernés. Donc, si vous êtes sur des tests unitaires, ça va plus les développeurs. Si vous êtes sur des tests système, ça va être plus des QA ou des tests analystes. Quand est-ce qu'on teste? Donc là, c'est à quel moment on va intervenir dans le process de développement pour tester. Et ce n'est pas à la fin, comme vous le savez. Souvent, il faut participer en amont aux spécifications. Où est-ce qu'on teste sur les plateformes, sur quelle plateforme de test et comment on teste, et les méthodes, les outils. Donc ça, on va le retrouver en anglais, c'est plus simple à synthétiser, on met 6W, mais c'est un peu les questions de base. Alors aujourd'hui, de toute façon, on est là pour parler de sécurité. Donc le constat actuel, c'est qu'effectivement, les tests de sécurité, on ne les voit pas toujours apparaître dans la stratégie de test. Et ce qui est paradoxal, c'est que depuis 2-3 ans, c'est un sujet qui est vraiment récurrent dans les préoccupations des entreprises. Donc, évidemment, ça peut être géré par d'autres services,
Mais si on ne l'intègre pas en amont dans la conception du logiciel, c'est évident qu'il va y avoir des trous dans la raquette et que ça va coûter très cher de boucher ces trous en fin de parcours. Donc, comme pour la qualité, l'idée, c'est de l'anticiper en amont et de savoir qui doit réaliser ces tests et avec quels outils. Jacques, je te laisse la main. Merci, Julien. Donc, moi, je vais vous présenter Key1, qui est un outil, d'abord, qui est un outil d'entreprise, qui est aujourd'hui dédié à la vérification de la sécurité du code, qui est dédié à la sécurité du code et à la qualité du code. Alors, Jacques, pourquoi... tu peux parler un tout petit peu plus fort, parce qu'on n'a pas d'HP là. Ah, pardon. Voilà, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Là, c'est mieux, ouais. Ok, très bien. Donc, je parlais de Key1, qui est une plateforme qui est dédiée à la vérification de la sécurité et de la qualité du code source. Alors, avant d'entrer dans les détails, alors pourquoi on voudrait vérifier la qualité et la sécurité en amont? Parce que vous êtes tous spécialistes des tests, vous faites des tests de qualification. Alors, ce que vous constatez souvent quand vous faites les tests, c'est les symptômes. Ça veut dire une application qui n'a pas été codée dans les règles de l'art et qui n'applique pas les règles de sécurité. Vous allez constater qu'il y a des problèmes et vous allez remonter ces problèmes-là aux équipes de développement qui vont travailler dessus. Mais en tout cas, vous serez en train de travailler à remédier les symptômes et pas le problème à la base. C'est là où intervient Key1 parce que c'est une approche qui est en amont, qui va bien sûr, si on l'utilise dans un processus récurrent, par exemple de l'amélioration continue du code, l'activité de test sera beaucoup plus simplifiée. Et il y a des problèmes qui peuvent passer en production parce qu'en test, c'est vrai, on teste l'ensemble des fonctionnalités, mais il y a des choses qui nous échappent. Et assez souvent, on va se retrouver avec des bugs en production. Donc, d'où l'idée, en fait, de sensibiliser les développeurs sur la sécurité, sur la qualité du code, de manière à réduire l'effort de test et avoir moins de défauts en production. Donc, c'est une approche qui est vraiment de bout en bout. Key1, à qui, Julien, tu peux passer au slide suivant. Je te demande juste une petite pause de 10 secondes. On va envoyer le son sur les enceintes. Normalement. Est-ce que ça me... Oui, mais elle a activé le... Ça marche toujours pas, là? Elle est pas là. Ah, ça y est. C'est bon? Tu nous entends? Oui, moi je... Ok, super. On a une super sono. Ok, d'accord. Je recommence en fait parce que tout le monde a entendu la... Elle n'est pas là. Moi, je vais essayer de baisser le PC aussi. Mais... Je crois que ça s'amplifie pas mal. Faut baisser le son. Essaye là. Allô? Ouais. Vous m'entendez? C'est bon? C'est bon. Très bien. Julien, est-ce que je reprends ou c'est bon? Tu peux reprendre. D'accord. Tu peux revenir du coup au slide précédent, s'il te plaît. C'est celui-là? C'est le premier slide. Ouais, on peut rester là, c'est bon. Je veux te mettre aussi en mute parce qu'il y a beaucoup de bruit qui me vient de ton côté. Et n'oublie pas d'activer ton micro si tu veux reprendre la parole. Ok, bon, à nouveau, rebonjour à tous. Je suis avant-vente Key1 et je veux vous présenter un peu comment Key1 s'intègre dans le cycle de vie d'une application. Alors, Key1, c'est quoi d'abord? Key1, c'est un outil d'entreprise. C'est une plateforme qui est dédiée à la validation et la vérification de la qualité technique du code et de la sécurité de votre code. Alors, pourquoi on est intéressé par faire ce travail-là de vérification de sécurité et de qualité en amont? Vous, en tant que testeur, quand vous testez une application, en fait, ce que vous constatez, ce sont les symptômes. Ça veut dire quand vous constatez des défauts ou des bugs ou bien des écarts par rapport aux spécifications, ce sont vraiment les symptômes que vous constatez. Vous remontez ça aux équipes de développement qui, au coup par coup, vont travailler à faire des corrections.
Mais en fait, on oublie que en fait, les symptômes que vous constatez sont souvent des problèmes de fond. Donc, travailler sur ces problèmes de fond va permettre par la suite d'accélérer déjà la phase de test parce qu'on aura moins de problèmes. Et aussi, on va avoir une application avec moins de problèmes en production. Parce que quand vous faites les tests, assez souvent, les tests ne sont pas exhaustifs. Parce que tester une application, c'est un travail des fois de longue haleine. Il faut vraiment tester tous les détails. On n'arrive pas à tout tester. Donc, ce qui laisse des résidus de problèmes qui vont aller en production. Avoir une solution comme Key1 qui va vérifier en amont, ça veut dire avant d'arriver en phase de test, de vérifier la qualité et la sécurité du code, va empêcher pas mal de problèmes. Euh, et donc, ce qu'est Key1 aujourd'hui, c'est une plateforme en mode SaaS dans laquelle vous injectez, ou le développeur va injecter son code source. L'outil s'intègre avec les outils d'intégration continue comme Jenkins ou autres. Donc, le développeur, quand il termine son développement, il a tout de suite une évaluation de la qualité de son code et de la sécurité de son code par rapport aux standards du marché. Donc, les standards du marché, je donnerai un petit aperçu en quoi ça consiste, notamment en termes de sécurité, qu'est-ce qu'il y a comme normes existantes. Mais en tout cas, le développeur, il a tout de suite un aperçu des problèmes ou des bêtises qu'il a effectuées sur son poste. Et il est capable aussi d'aller les corriger parce qu'il y a tout ce qu'il faut, Key1 va fournir tout ce qu'il faut sur le poste développeur pour lui permettre d'aller corriger directement ces problèmes-là. Donc, je vais vous montrer bien sûr tout ça dans une démonstration. Alors, en même temps, quand vous êtes responsable applicatif ou responsable de test, vous ne pouvez pas tout le temps aller discuter avec le développeur pourquoi il a produit telle erreur, pourquoi la qualité de l'application se dégrade, pourquoi il y a beaucoup d'allers-retours entre recettes et postes de développement. Parce que vous ne pouvez pas tout le temps échanger avec le développeur parce que le langage du développeur n'est pas le même que vous. Le développeur, son souci, c'est la ligne de code. Votre souci à vous, c'est plutôt le fonctionnel ou la conformité par rapport aux spécifications de l'application. Donc, échanger avec le développeur, des fois, ça s'avère difficile. Donc, ce que fait Key1 dans ce cadre-là, il va donner un niveau d'abstraction qui est au-dessus du niveau technique, qui va vous permettre de piloter la qualité et la sécurité de votre application sans avoir un bagage qui est aussi technique que celui d'un développeur. Julien, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Alors, l'avantage, Julien, je pense qu'il m'a enlevé un slide qui est assez important. Je vais vous le dire à l'oral. Alors, quelles sont les normes de sécurité qui sont couvertes par Key1? Aujourd'hui, on couvre les principaux. Alors, les normes de sécurité les plus connues sur le marché aujourd'hui qui prennent de l'ampleur, c'est OWASP. D'ailleurs, qui ont produit un benchmark qui permet aux éditeurs de logiciels comme Key1 de vérifier que la solution en fait, de vérification tient bien la route. Et il peut y avoir aussi d'autres normes comme MISRA, NIST, PCI, CWE et CERT. Ces normes-là sont couvertes par Key1. Ça veut dire, aujourd'hui, quand vous analysez votre application pour la sécurité, vous pouvez certifier que votre application est compatible avec les normes OWASP ou avec les normes MISRA. Les technologies qui sont couvertes sont les technologies qui sont les plus courantes sur le marché. Donc, en allant des technologies orientées objets comme Java, C#, donc un peu l'ensemble, l'écosystème .NET. Aussi des technologies qui sont un peu plus anciennes comme C++, C, mais aussi des technologies nouvelles comme Android, aussi Swift pour le développement sous iOS. On couvre des technologies comme SAP, COBOL, et ainsi que les bases de données comme Microsoft SQL, PL SQL et ainsi de suite. Donc, vous avez un petit aperçu. On vous donnera, après cette réunion, on vous donnera un petit aperçu des différentes technologies qui sont couvertes. Alors aujourd'hui, les entreprises qui sont intéressées par des solutions comme Key1, on a déjà des clients parmi DHL, HP, les domaines bancaires, on a BNP Paribas, Santander en Espagne, KFC, voilà, donc Carrefour aussi. On a plusieurs entreprises, des petites et des grandes, qui sont intéressées par la solution comme Key1.
Alors, l'avantage de Key-One, avant de faire l'avantage, Julien, je vais prendre la main parce que je veux projeter directement le tableau de bord pour montrer un peu le processus d'analyse avant de revenir sur ce slide-là. Euh, Julien, tu peux arrêter de partager, s'il te plaît? Merci. Voilà. Donc, Key-One, là, je suis sur l'écran principal. Là, on a analysé avec l'outil, on a analysé une application qui s'appelle WebGoat. Alors, pour un peu d'histoire, WebGoat, c'est une application qui est fournie par un organisme qui s'appelle OWASP, qui produit un standard de sécurité. Cette application, elle est utilisée par quasiment tous les outils comme KeyOne pour vérifier qu'on arrive à détecter tous les défauts qui sont dans cette application-là. Alors, WebGoat, c'est une application de test qui comprend plein de failles de sécurité. C'est fait exprès. Et on l'analyse avec KeyOne pour vérifier que KeyOne arrive effectivement à détecter ces failles-là. C'est une application qui est développée en Java, en principe. Et là, je suis sur l'écran principal de KeyOne, qui est le summary, qui va déjà, je suis à un niveau qui n'est pas technique, mais qui va me donner quand même un aperçu sur le risque. Donc là, cet écran-là qui est dédié au chef de projet, voire au directeur de projet, voire au responsable de sécurité, qui, juste en ouvrant ce tableau de bord, là, il va tout de suite connaître l'état de son application. Donc vous voyez en haut, il y a le security rating, c'est des étoiles, il exprime en termes d'étoiles de 1 à 5. Donc cette application, elle comprend plein de failles de sécurité, elle a une étoile, donc elle est très mauvaise en termes de sécurité. Et on peut voir sur cet écran-là toutes les vulnérabilités qui sont ventilées de l'impact le plus faible à l'impact le plus grand. Donc là, si je suis un expert sécurité et que je me connecte, voire un chef de projet, je me connecte sur cet écran-là, je vois qu'il y a 74 défauts qui sont d'une criticité très importante, donc je m'inquiète, je commence à m'inquiéter. Alors, si je suis un expert sécurité, ce qui m'intéresse en fait tout de suite, c'est de savoir ces 74 et 36 aussi, parce qu'il y a 36 défauts qui sont assez importants, en quoi ça consiste. Donc, je peux regarder juste en dessous, dans les top 10, donc il y a 55 défauts d'injection, il y a 100 défauts d'information leak, ça veut dire possibilité de fuite de données, et puis ainsi de suite. Donc ça, c'est des groupes de défauts et de failles de sécurité qui sont répertoriés aussi, qui va permettre à un expert de sécurité tout de suite de se positionner en disant bah, les gros problèmes de mon application concernent tel type de vulnérabilité. Alors très bien, cet écran-là qui m'a donné déjà un aperçu, donc l'application, la situation est grave. Qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Donc ce qui est intéressant, c'est de donner la possibilité à un expert de sécurité de construire ce qu'on appelle un plan d'action et de permettre aux développeurs aussi d'avoir un aperçu sur ces vulnérabilités-là, de se documenter sur ces vulnérabilités-là, en même temps monter en compétences, comprendre en quoi consistent ces vulnérabilités et comment les corriger, et d'aller à la ligne de code pour les corriger. Donc c'est ce que KeyOne va donner à l'équipe de développement. Je vais aller sur l'écran Vulnerabilities. Donc là, KeyOne me dit il y a 244 vulnérabilités au total. Et pour chacune des vulnérabilités, j'ai la description. Donc là, j'ai un défaut qui s'appelle Use of Hard-Coded Credentials. Ça veut dire que c'est les développeurs qui ont mis en dur dans l'application des mots de passe et des noms d'utilisateurs. Donc, ce qui est une faille de sécurité assez importante. Ça veut dire l'application, elle peut être, un pirate peut à tout moment aller récupérer ces informations-là dans l'application. Alors, si je n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit, KeyOne va me fournir une aide très précise sur toutes les références, toutes les normes toutes les normes de sécurité qui couvrent cette faille-là, la référence où je peux me documenter sur le web sur cette faille-là, et surtout, j'ai un exemple de défaut et un exemple de correction. Donc, quelle que soit la faille, et des fois, il y a des failles qui sont techniquement très difficiles à comprendre. En tout cas, un développeur, avec juste cet écran-là, lui, il a la possibilité de comprendre de quoi il s'agit et d'aller corriger. Parce qu'on lui a donné les références et ainsi qu'un exemple.
Alors, les défauts, tous les défauts, si vous regardez juste en dessous du nom du défaut, j'ai toutes les certifications ou tous les standards de sécurité qui couvrent cette règle-là. Et puis, j'ai le type de vulnérabilité, mais j'ai aussi l'effort correctif. Donc là, Kiwan, il me dit, pour cette règle-là, qui comprend 16 défauts dans 10 fichiers différents, bah, il faut un développeur en moyenne 8 heures pour corriger les 16 défauts qui sont concernés par cette règle. Alors, où se trouve ce défaut? Je peux faire un drill down. Donc là, je trouve les noms des fichiers dans lesquels les défauts se trouvent. Ce fichier-là comprend 3 défauts. Je peux descendre encore et je peux voir à quelle ligne de code et quel est l'extrait de ligne de code où ce défaut existe. Donc là, on détecte que Key1 a détecté vraiment des noms d'utilisateurs et des mots de passe qui sont induits dans le code sur cette application. Donc ça, c'est un développeur qui peut accéder à ça, voire un expert, alors de préférence un expert sécurité, qui va aller vérifier si effectivement ces défauts-là qui sont remontés par Key1 sont des défauts qui sont graves et auxquels il faut s'attarder. Alors donc là, on peut voir la liste de toutes les règles. Key1 aujourd'hui, sur les règles de sécurité, où on a plus de 300 règles, toutes technologies confondues, donc c'est une couverture qui est très importante et par rapport à d'autres outils qui sont sur le marché, on a la couverture la plus exhaustive. Alors, si je suis un expert sécurité, je serais peut-être intéressé d'aller construire un plan d'action. Alors, ce plan d'action sera destiné aux développeurs parce que vous savez, quand il y a une application qui comprend des failles, c'est toujours l'expert sécurité qui va pouvoir déterminer quelles sont les priorités, à quoi il faut s'attaquer en premier. Et surtout, il faut s'attaquer aux règles qu'on peut corriger en temps et en heure et que ça ne met pas en péril le projet. Donc, je peux construire un plan d'action avec Iwan. Et le plan d'action, c'est vraiment un expert sécurité qui va aller sur cet écran-là et qui va sélectionner tous les défauts qui vont faire partie du plan d'action. Donc là, je vais sélectionner au hasard quelques défauts. Donc, je peux sélectionner des règles ou des fichiers dans lesquels les défauts doivent être corrigés. Et je sauvegarde ce plan d'action. Donc là, je le nomme test. Et je le publie. Alors, ce que Key1 me donne rapidement sur cet écran-là, le nombre de défauts total dans mon plan d'action et le temps estimé pour la correction. Donc ça, c'est un plan d'action qui peut être appliqué en 17 heures de travail. Et j'aurai l'état avant et l'état après ce travail-là. Voilà, donc ça, c'est mon plan d'action qui a été sauvegardé. Et si je réalise ce plan d'action, je passe de 74 défauts qui sont très graves à 29 défauts qui sont très graves. Donc voilà l'amélioration en fait que prédit Key1 pour ce plan d'action-là. Alors à partir de ce moment-là, le développeur, lui, on peut lui publier ce plan d'action. Alors le plan d'action, je peux l'extraire en PDF, CSV, je peux le publier dans Jira, ou il peut être exposé à des outils tiers, des outils sur le poste développeur. Alors sur le poste développeur, on a des plugins Key1 qui s'intègrent dans l'environnement de développement, qui vont donner un accès direct à ce plan d'action. Alors, ce plan d'action, une fois qu'il a été produit par un expert sécurité, un chef de projet, lui, il va suivre l'évolution. Alors, le chef de projet, peut-être, il ne va pas aller dans les détails de ce plan d'action, ça ne l'intéresse pas. En tout cas, comprendre que tel défaut existe, c'est peut-être intéressant, mais comprendre comment corriger tel défaut, ce n'est pas son travail. Donc, lui, il va surveiller, en grosse maille, il va surveiller l'évolution de ce plan d'action. Alors, la prochaine fois que les développeurs vont publier une nouvelle version de cette application, le chiffre là qui s'appelle progress, là qui est à 0%, il va si les défauts ont été corrigés, les défauts qui font partie de ce plan d'action, ce pourcentage-là va augmenter. Ça veut dire là il y a 45 défauts, si les développeurs ont corrigé 4 défauts ou 5 défauts, bah, le progress ici va être de 10%. Donc ça va augmenter. Et à tout moment, je peux aller dedans pour voir si jamais il y a des défauts effectivement qui ont été corrigés. Donc ça, c'est un plan d'action qui est encore vierge. Mais à la prochaine version, dans Remove Defects, je pourrai voir la liste de tous les défauts qui ont été corrigés. Alors, une fois ce plan d'action qui est publié, le développeur, lui, il a la possibilité de corriger de deux manières différentes. Donc, la première manière, c'est de corriger les défauts tels qu'on lui a cités. La deuxième manière, c'est de dire
Quand même, moi j'ai envie d'optimiser mon code parce que des fois, les défauts dans des applications, le défaut il est en un endroit, mais il est exploité à un autre endroit. Euh, Ça veut dire je peux avoir une librairie ou un appel système qui lui est vulnérable, mais il est utilisé dans 10 endroits dans l'application. Donc là, ce que tous les outils et ce que Keyone disent jusqu'à maintenant, il faut aller corriger à 10 endroits différents. Mais comment je connais la source du défaut? Pour connaître la source du défaut, Keyone va fournir une analyse d'impact qui est immédiate. Et ce que vous voyez ici, ce qu'il y a en noir en dessous, c'est tous les endroits où la vulnérabilité existe. Ça veut dire c'est partout où la vulnérabilité est exploitée. Mais la vulnérabilité, elle a une racine. Elle se trouve au point qui est le plus haut dans ce graphe-là. Donc le développeur, il a la possibilité d'aller corriger à 3 endroits différents, mais il aura aussi la possibilité d'aller corriger à un endroit différent et corriger d'un coup les 3 défauts. Donc ça, c'est un choix qui sera à faire en fonction de la connaissance du développeur, mais et aussi du temps que ça va prendre pour corriger ces défauts-là. Alors, Key1, je viens de vous montrer la partie sécurité de Key1. Donc, c'est un outil qui est aujourd'hui assez efficace et surtout très rapide. Ça veut dire aujourd'hui, pour faire une analyse, vous prenez votre code source, pour faire une analyse Key1 et avoir ce rapport-là, c'est une affaire de quelques minutes. Parce que Key1, c'est une solution dans le cloud. Vous téléchargez un plugin, une petite application sur votre poste de travail. Vous injectez dedans votre code source. Le code source, il est analysé sur votre machine et uniquement les résultats qu'on voit sur le tableau de bord qui sont envoyés dans le cloud. Et c'est une affaire vraiment, là, on est sur des performances du style, si vous prenez une application qui fait 500 000 lignes de code, donc ce qui est déjà assez grand comme application, les temps de traitement sont aux alentours de 10-15 minutes. Alors, Key1 offre, en plus de la partie sécurité, il offre la partie code analysis. Alors, la partie code analysis, elle vérifie la qualité du code par rapport à la norme ISO. Alors, la norme ISO, elle contient 5 axes qui sont les performances, la maintenabilité, la portabilité de l'application, sa stabilité et sa sécurité. Donc, tous ces axes-là, ces 5 axes, Key1 a des règles de conformité qui sont implémentées pour les courir. Je ne vous montre pas plus, en fait, parce que l'expérience utilisateur, à partir de ce moment-là, ça veut dire comment j'inspecte les défauts et comment je construis un plan d'action, elle est identique à celle que je vous ai montrée sur Security. Alors, toute règle confondue, Key1 a plus de 3000 règles, toute technologie confondue. Donc, une couverture aussi très, très large pour des technologies, que ce soit des nouvelles ou des technologies legacy. Alors, Key1 comprend un autre outil qui est qui est aussi quelque part lié à la sécurité, qui s'appelle Insight. Alors, assez souvent, vous allez analyser votre code source, mais les failles de sécurité ou les problèmes ne sont pas forcément dans votre code, mais qui sont dans des librairies tierces que votre code utilise. Alors, Key1, il couvre cette partie-là, donc il va aller regarder dans vos fichiers quelles sont les références à des librairies externes et les analyser et va vous donner trois informations essentielles. Donc, d'abord sur la sécurité, ça veut dire est-ce que ce composant tiers, que ce soit un composant open source ou un composant qui vient d'un éditeur, ça va être, Keyone va vous donner une idée immédiate sur les risques de sécurité, sur les failles de sécurité qui se trouvent dans ce composant tiers sur lequel vous n'avez pas la main. Alors, qu'est-ce que je peux faire si j'utilise un composant tiers qui contient une faille qui est identifiée ici? Bah, si c'est un composant sur lequel je n'ai pas la main, bah, la solution sera de migrer de version ou peut-être renforcer mon application pour remédier de manière indirecte à ce problème de sécurité qui est dans ce composant-là. Alors, Key1 va donner aussi une idée sur l'obsolescence, parce que des fois, vous utilisez des composants tiers qui sont obsolètes. Key1 va donner pour chacun des composants, il vous donne vraiment un aperçu qui est très clair. Par exemple, pour ce composant qui s'appelle DOM4J, qui est utilisé dans cette appli, c'est un composant qui est en version 1.6.1, alors que la version la plus récente, c'est la 1.6 Red Hat 7. Donc, c'est pas la même version. Donc là, c'est la 1.6.1. Ça, c'est une version qui est plus évoluée. Et sur le composant que j'utilise aujourd'hui, donc en cette version-là, le temps d'inactivité, il est de 13 ans. Ça veut dire que ça fait 13 ans que ce composant n'est plus mis à jour.
Donc, si un composant n'est pas mis à jour, il y a potentiellement des risques de sécurité dedans. Mais puisque personne ne l'utilise, c'est un composant qui n'a pas été utilisé depuis longtemps, il est fort probable qu'il y a des failles de sécurité dedans, mais personne, on ne les connaît pas parce que ce composant est très peu utilisé. Une troisième information qui est donnée par Insight, c'est les licences. En termes de licensing, des fois, vous allez utiliser des composants tiers qui sont open source, mais vous n'avez pas les droits de les utiliser. L'open source, c'est pas parce que c'est open source qu'on peut l'utiliser dans des licences commerciales ou en production. Keyone va vous donner une idée. Par exemple, là, sur ce composant-là, j'ai une licence GPL qui est très restrictive. D'ailleurs, juste pour information, quand vous utilisez une licence GPL, votre code devient aussi GPL, ça veut dire open source, et vous êtes supposé livrer votre code avec votre application avec le code source. Donc, Keyone va vous donner des informations sur les violations de licence potentielles. Un autre module dans Keyone qui s'appelle Lifecycle. Ici, je n'ai pas vraiment d'informations à vous montrer directement, mais je peux vous expliquer rapidement ce que c'est. Alors, quand vous confiez votre application à un tiers, par exemple, vous sous-traitez, ou voir à votre équipe de travail, des fois, vous voulez définir des SLA, donc des conventions de service qui sont techniques. Donc, Keyone vous permet de le faire et de le suivre dans le temps. Par exemple, vous pouvez dire, moi, j'accepte 0 défaut sécurité. Donc, ça, c'est une politique que vous pouvez définir dans Keyone. D'autres types de politiques peuvent être je n'accepte pas de la documentation, je veux que mon application soit bien documentée, je n'accepte pas moins de 30% de documentation sur mon appli. Donc ça, c'est des politiques que vous pouvez définir dans Keyone, et à chaque fois qu'il y a une analyse qui est lancée, cette politique de sécurité, elle est appliquée, et Keyone pourra vous dire, cet audit-là, il passe ou il ne passe pas par rapport aux règles qui ont été définies. Le dernier onglet dans Keyone, ou le dernier module, c'est gouvernance. Gouvernance, c'est un outil analytique qui va permettre de voir la sécurité et la qualité sur l'ensemble de mon parc applicatif ou sur l'ensemble du parc applicatif de mes clients, si je suis un intégrateur, ou chez mon sous-traitant, si je suis un client et que je sous-traite une partie de mon activité de développement. Cet outil-là, il est censé vous aider à répondre à des questions de style j'ai une application, une nouvelle application que je veux développer en telle technologie. Quelle est mon équipe de travail ou quel est mon sous-traitant qui est capable de me fournir la meilleure qualité sur cette technologie-là? Et je peux aussi me poser des questions. J'ai des cycles de tests, des cycles de développement qui sont de plus en plus longs. Quelles sont les applications qui causent ce problème-là et pour quelles raisons? Donc là, vous pouvez rapidement avoir cette information à partir du tableau de bord gouvernance, comme si vous faites un chantier d'urbanisation et que vous avez des applications à sélectionner ou bien des librairies que vous voulez sélectionner. Ce tableau de bord va vous donner de l'information sur quels sont les composants les plus performants, quels sont les plus sécurisés, quels sont ceux qui ont un cycle de développement plus court. Donc, toutes ces informations sont dans le tableau de bord gouvernance de Keyone. Donc, ça permet vraiment, c'est une source d'information qui est inestimable, surtout sur un pack applicatif qui est important, parce que ça va permettre d'aller vraiment dans les détails et de répondre à des questions qui sont très, très précises. Alors, Keyone, pour information, donc il y a deux plateformes qu'on vend aujourd'hui. Donc, la première, c'est la plateforme dans le cloud. C'est l'outil que je suis en train de vous montrer. Mais on a une autre version de Keyone qui est en prémisse. Vous pouvez l'installer chez vous. L'installation se fait c'est une image Docker en fait qu'on vous fournit, que vous installez chez vous, et vous pouvez faire toutes les analyses de la sécurité ou de la qualité du code au sein de votre entreprise ou dans votre data center. L'expérience utilisateur est exactement la même parce que le produit qu'on vous fournit, c'est en prémisse, ça veut dire que vous installez chez vous, c'est exactement le même qui est dans le cloud. Voilà, Julien, tu peux reprendre la main. Alors, pour finir, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les mettre dans le chat ou les poser en direct pour ceux qui sont à Sofia. Tu nous entends là, c'est bon?
Tu nous entends, Jacques? Oui, oui, je vous entends. Oui. Je crois qu'il y avait une question de Marc. Ouais. On a parlé tout à l'heure d'à peu près 3000 règles dans la base de données qui étaient vérifiées. Est-ce qu'on peut ajouter les nôtres, en fait? C'est-à-dire, on a des règles. Rajouter des règles supplémentaires internes. Ouais. Oui, alors malheureusement, Key-One, il a plein de fonctionnalités. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment peut-être 40% des fonctionnalités qu'on a dans Key-One. Alors oui, effectivement, si vous avez vos propres règles de sécurité ou vos propres règles de manière générale, même des règles de qualité de code, Key-One est fourni avec un outil, un environnement de développement pour les règles dans lequel vous pouvez développer vos propres règles de conformité ou de sécurité et les injecter dans la plateforme. Ok. Moi, j'avais une question. En fait, donc, si on se replonge dans une équipe de développement, pour faire ces tests de sécurité, est-ce que c'est des notions, des outils qui peuvent être accessibles aux développeurs et aux testeurs directement, ou il est préférable d'intégrer un expert sécurité dans la team qui va intervenir ponctuellement à certaines étapes du projet? Alors, un expert sécurité, il est indispensable parce que, en fait, pour interpréter, il est indispensable surtout pour les plans d'action. Mais par ailleurs, si on n'a pas besoin de construire des plans d'action de manière régulière ou bien de laisser le choix aux développeurs de faire ses propres corrections, bah, Key-One est suffisant. Pourquoi? Parce que déjà, Key-One va s'intégrer dans les outils d'intégration continue. Donc, imaginons que Key-One est installé sur Jenkins. Bah, quand le développeur va committer son code, il y a un build qui est lancé automatiquement et en même temps, il y a l'analyse Key-One qui est lancée. Le développeur va aller sur le tableau de bord ou bien dans son outil de développement, il va avoir tout de suite le rapport Key-One et il va avoir une liste des défauts de sécurité qu'il vient de créer. Donc, en cliquant dessus, il est amené dans le code. Et Key-One, même dans l'environnement de développement, il n'a pas besoin d'aller sur le tableau de bord. Il peut accéder à la documentation du défaut de sécurité et prendre l'initiative de le corriger. Ok. Donc, en gros, c'est intéressant d'avoir un expert sécurité qui va mettre en place, qui va collaborer avec le QA manager dans la stratégie de test, faire les plans d'action, mais après, il y a pas mal d'autonomie qui peut être donnée à l'équipe. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Bon, je pense que c'est ça qui est intéressant de retenir, c'est que du moment qu'il y a quelqu'un pour driver, l'équipe dev et l'équipe QA peuvent utiliser ces outils au jour le jour. Et n'oublions pas quelque chose qu'aujourd'hui, pour utiliser Key-One et pour comprendre l'impact de la sécurité sur mon application, je n'ai pas besoin d'être un expert sécurité. Parce que, en fait, l'information, elle est synthétisée de manière très intelligente. C'est vraiment sans avoir le bagage en sécurité, sans connaître toutes les technologies. On ne connaît pas toutes les technologies non plus. Donc, j'ai besoin d'aller sur ce tableau de bord et de comprendre quel est le problème dans mon application, mais sans peut-être aller dans les détails techniques. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une autre question. Il faut savoir comment vous gérez les faux positifs. Comment on gère les faux positifs? Oui, alors pour la gestion des faux positifs, ça c'est une fonctionnalité aussi dans Key-One que je ne vous ai pas montré non plus. Alors, pour la gestion des faux positifs, on a différentes solutions. Alors, il se trouve qu'il y a une règle qui est mal configurée. Alors, les règles dans Key-One ont des paramètres. Donc, ou bien la règle, elle est par défaut, elle a des paramètres qui ne correspondent pas au contexte. Dans ce cas, on va modifier les paramètres pour que le résultat produit soit plus pertinent au moment de l'analyse. Alors, si la règle, elle produit trop de faux positifs parce qu'elle ne correspond pas du tout au contexte, on peut la désactiver. Et la troisième solution, c'est quand vous êtes sur le tableau de bord. Alors, puisque vous avez posé la question, peut-être je veux aller directement pour vous montrer ça de manière concrète. Le temps, Jacques Lâche. On n'a pas plus de temps. D'accord. Donc, je veux juste expliquer. En fait, un expert sécurité qui va balayer le tableau de bord, ici, va tout de suite, à partir de son écran, il va pouvoir désactiver des règles ou des défauts qui sont des faux positifs. Et Key-One va garder la mémoire de ces défauts-là. Ça veut dire quand je lance une nouvelle analyse de mon application, ce faux positif ne réapparaîtra plus. Donc, petit à petit, au fur et à mesure que vous analysez votre application, les faux positifs sont éliminés et vous allez vous trouver rapidement avec un tableau de bord avec des résultats qui sont très pertinents. Donc, vous allez de moins en moins perdre du temps à faire le tri
D'habitude, quand on fait des audits chez nous, pour nos clients, même sur des grosses applications, on passe 1 heure sur le tableau de bord, on supprime les faux positifs et après c'est fini. Ok. Oui, dernière question. Comment vous situez par rapport à des outils comme Fortify? Alors, Fortify, par rapport à Fortify, ce qu'on a, en fait, c'est on a une couverture de technologie qui est beaucoup plus large. Et on a alors, il y a sur le terme fonctionnel. Alors, Key One, c'est une solution, comme vous avez vu, en fait, vous avez un outil qui comprend différents modules, donc vous avez tout en un. En termes de performance, on est beaucoup plus performant que Fortify. On a une couverture sur la sécurité qui est beaucoup plus large, une couverture technologique beaucoup plus large. Et en termes de licensing, en termes de licence, on est beaucoup plus intéressant. Donc, vous pouvez nous contacter pour nous demander les pricing, mais ça n'a rien à voir. Et il y a un dernier point c'est qu'aujourd'hui, Fortify, quand vous l'installez dans votre entreprise, c'est beaucoup de travail. En fait, c'est un gros projet. Vous avez plusieurs jours pour former tous les participants. Alors, Key One, vous avez la qualité, la sécurité. Vous allez pouvoir former vos collaborateurs, mais en rien de temps. Aujourd'hui, on ne propose pas des formations pour Key One parce qu'une réunion de 2 heures, on a montré toutes les fonctionnalités et toute la partie utilisation. Fortify, aujourd'hui, ils sont loin de nous, en fait. Nous sommes beaucoup plus hauts. On les a dépassés de loin, en fait, Okay. en termes de couverture et en termes de fonctionnalité. Merci, Jacques. Je vais passer la parole donc à Edmond sur la 3e partie. Donc, là, vous voyez notre écran, là. Julien, il faut que tu repartages ton écran parce que c'est moi qui avais la main. Ok. Hop, partager. Je fais ça. On va faire ça. Voilà. C'est bon comme ça. Je mets en large, écran large. Affichage. Julien, excuse-moi, je veux juste dire un mot pendant que tu lances la présentation. Pour ceux qui sont connectés par Microsoft Teams, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé par être contacté pour une démo beaucoup plus détaillée sur Key One, n'hésitez pas à mettre votre nom et votre adresse mail et on vous contactera. C'est bon, Jacques? Oui, c'est bon, merci. Merci beaucoup. Écoutez, voilà, c'est une bonne transition parce que je pense qu'après l'introduction de Julien sur l'aspect sécurité et l'introduction, en fin de compte, la possibilité d'intégrer la sécurité, si vous voulez, dans le cycle de test, vient d'une discussion qu'on a eue parce qu'en effet, actuellement, quand on fait du DevOps, on intègre la sécurité, du DevSecOps. Et l'idée également d'intégrer aussi dans le cycle du développement, donc du test, la sécurité n'est pas quelque chose en effet déconnant. Il faudrait y aller de plus en plus et on va en parler. Alors, juste pour me présenter, moi je me présente, si vous voulez, en tant qu'animateur de la commission sécurité, donc cybersécurité, donc que j'anime depuis 4 ans. Donc, on organise souvent, donc à l'instar, si vous voulez, de la communauté test et qualité, donc des réunions chaque 2 mois. Il se trouve que le mois prochain va être le mois de la cybersécurité, donc c'est le mois européen de la cybersécurité. Et à cette occasion-là, on va organiser, on va dire, un grand messe où on va parler en fin de compte justement de la sécurité by design. C'est comment intégrer la sécurité dès la conception. Donc, on n'attend pas la fin, on essaye de s'en préoccuper, dès le début. Voilà, donc le 8 octobre, vous êtes conviés. Si vous le souhaitez, les inscriptions sont ouvertes sur le site de Telecom Valley, ça se passe à l'INRIA. C'est un événement qui est organisé avec l'ANSSI, donc c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc qui finance également cette activité. Voilà. Donc juste pour me présenter, je suis Urage Consult, donc moi je suis pas là en effet plutôt en tant qu'animateur donc de la communauté. Et donc, aujourd'hui, c'est organisé avec la communauté test et qualité.
Alors, Jacques nous a parlé beaucoup de règles, donc on ne sait pas en fin de compte ces règles, comment elles se répartissent. Donc quand on regarde, si vous voulez, ici ce tableau, quand on commence à faire des tests, nous, notamment des tests de sécurité, généralement, on a un référentiel. Donc ce référentiel, c'est sur quelle base on fait les tests. Alors, est-ce qu'on les fait sur la base, si vous voulez, pour détecter des vulnérabilités, ou est-ce qu'on a des règles de privacy? Donc, tout le monde entend parler du RGPD, donc les règles, en fin de compte, qui s'imposent sur la manipulation des données à caractère personnel. Donc, ça aussi, ce sont des failles de sécurité parce qu'elles ne respectent pas, en fin de compte, les règles du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel. Donc, il faut pouvoir les détecter. Tout ce qui est business logique, donc on est là, clairement, si vous voulez, dans les règles applicatives. Il y a aussi les compliance, donc tout ce qui est conformité. Donc, chaque activité a ses conformités, donc a des règles à respecter. Et je pense que dans les règles que Jacques parlait, donc il y a l'IPA, donc c'est une conformité américaine, mais vous avez aussi ce qu'on appelle le PCI DSS, pour ceux qui travaillent dans le domaine bancaire savent ce que c'est, et vous avez également le PA DSS, donc c'est Payment Application DSS, où les applications doivent respecter un certain nombre, si vous voulez, de sécurité et qu'il faudra falloir tester. Et on a également, ce dont on parle beaucoup, très peu, c'est la disponibilité. La disponibilité est une faille de sécurité énorme. C'est-à-dire que quand on parle de sécurité, nous, on parle d'intégrité, c'est-à-dire on ne doit pas modifier, si vous voulez, ce à quoi on n'a pas droit de modifier. Il y a la confidentialité, plus compliqué, si vous voulez, à tester, mais surtout la disponibilité. Donc, ce tableau qui est ici nous montre, en fin de compte, par rapport aux différentes méthodes de test. Alors, on a les tests, si vous voulez, qui sont automatiques et les tests qui sont manuels. Je pense que Kiwan fait partie, en effet, des tests qui sont automatiques. Donc, on voit que certains tests ne sont pas adaptés, si vous voulez, à la détection de vulnérabilité par rapport, si vous voulez, aux règles qui sont fournies. D'accord? Donc, alors, tout ce qui est privacy, en effet, on peut savoir que même les tests automatisés ne permettent pas de détecter, si vous voulez, s'il y a des infractions en termes de respect de la vie privée. Donc, on est obligé de faire des tests manuels. D'accord? Donc, voilà, c'est juste pour vous donner un aperçu par rapport aux outils que vous avez, donc manuels comment dirais-je, et automatiques, ce que vous pouvez utiliser en termes de stratégie. Pareil, hein, donc OAPS, le top 10 de... Pardon? On peut voir dans quel sens ça fait les bénéfices. Alors, disponibilité de l'application. Hein, voilà. Alors, oui, ça peut être... Ça peut être du DDoS. Hein. Le DDoS, c'est tout simplement... Il y a un aspect, on va dire, comment dirais-je, matériel, mais le DDoS, ça se teste également. C'est-à-dire comment peut-être ne pas... Il y a un problème de dimensionnement, si vous voulez, de serveur, mais il y a aussi un problème de dimensionnement de comment on va adresser, si vous voulez, d'un seul coup, un pic de demandes, de requêtes qui ne sont pas habituelles. D'accord? Donc, ça fait partie des tests. Donc, on peut stresser son application en lui envoyant avec des outils très simples, hein, manuels. Je vous donnerai une liste d'outils qui vous permettent d'envoyer, je ne sais pas, 10 000 requêtes à la seconde et qui pourront écrouler votre système. Donc, ça aussi, il faut savoir les gérer. D'accord? Ce n'est pas la partie, le serveur, ni la capacité du serveur qui va gérer ces éléments-là. Donc, si on regarde les top 10, hein, les top 10 font partie, en effet, d'un référentiel qui est utilisé pour tout ce qui est application web. Donc, celle-là, en fait, cette liste-là, c'est la liste de 2017. Mais quand on regarde dans les détails, on verra qu'il n'y a que deux ou trois, en fin de compte, vulnérabilités qui changent et que les injections de code par shell ou même tout simplement, ce qu'on oublie, des inclusions, si vous voulez, de fichiers, parce qu'on peut inclure des fichiers, si vous voulez, dans des sites web, comment dirais-je, les violations d'authentification de session. Bon, je vous laisse regarder un tout petit peu ces listes-là parce que je suis entre le rempart entre le buffet et vous. Et voilà, donc ces éléments-là, selon les différents types de tests que vous souhaitez adresser, ben vous verrez également quels sont les types de tests qui sont adaptés. Je pense que c'est important. Hein, je vois beaucoup d'entreprises qui me demandent de réaliser des tests, des pen tests. Alors, ils me diront, ben, écoutez, faites-nous du black box. Black box, ça veut dire quoi? J'essaye en fin de compte d'intégrer ou de mettre
en péril l'application, alors que, si ça se trouve, il y a une seule règle qui est, comment dirais-je, essentielle, si vous voulez, pour l'application, qui ne va pas être détectée par l'attaqueur qui vient de l'extérieur. Donc, pourquoi ne pas leur donner carrément, si vous voulez, des informations pour qu'on essaye de cibler clairement, hein, ce que Key1 faisait en fin de compte, c'est de l'analyse du risque. On va regarder par rapport aux risques qui sont encourus, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et où est-ce qu'il faut axer en fin de compte des efforts. Cette répartition, elle est sur le site de l'OAS? Tout à fait. Alors, je vous donnerai, vous allez voir, il y a une liste en fait de, comment dirais-je, de ressources. Hein. Je suis surtout là pour vous fournir des ressources sur lesquelles, en fin de compte, vous verrez que pas mal d'éditeurs se basent, hein, parce que ce sont des référentiels. OAPS étant, on va dire, une des initiatives les plus avancées dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Alors, justement, test manuel, revue de code ou test pentest, bah, il y a toujours, si vous voulez, un échange entre les deux. De plus en plus, on va aussi sur ce qu'on appelle l'audit applicatif 360 degrés. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, bah, on va faire des revues de code qui vont nous faire détecter en effet des vulnérabilités qui elles-mêmes vont servir en fait de scénario pour des plans de test. D'accord? Et donc, comme ça, on va, au fur et à mesure, si vous voulez, dans l'excellence, c'est-à-dire qu'on découvre réellement les problèmes qui se posent. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une black box où on essaye de découvrir les failles de l'application. On connaît réellement les failles qui existent et on connaît les failles de l'application. Et là, à ce moment-là, on va essayer, si vous voulez, avec des outils qui existent, de mettre à mal, en fin de compte, cette application. Alors, toujours, un OAPS est une ressource infinie. Vous pouvez y avoir accès. Je donne juste un exemple, si vous voulez, ici d'un... vous avez sur plusieurs langages, hein, du C++, sur énormément d'autres langages. J'ai tout simplement pris le JavaScript parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, si vous voulez, présente quand même de plus en plus, si vous voulez, de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'avant, le JavaScript s'exécutait sur un côté machine, alors que maintenant, le JavaScript s'exécute côté serveur et qu'il y a pas mal de vulnérabilités qu'on avait, enfin, qui n'étaient pas, on va dire, impactants, parce que ça s'arrêtait, si vous voulez, au poste de l'utilisateur, qui maintenant sont du côté serveur directement. D'accord? Donc, quand on passe sur du jQuery et autres, on n'a pas pris en compte tous ces éléments-là. Donc, ici, vous verrez sur OAPS, vous avez une liste, en effet, de quoi, qu'est-ce qu'il faut rechercher dans le code. Vous ouvrez votre code, vous prenez un outil de recherche, vous dites, je recherche, en fin de compte, toutes ces instructions. Ces instructions-là présentent les failles. Chaque fois que vous trouvez une instruction de ce type-là, vous vous dites que là, il y a un problème à résoudre. Donc, quelque part, c'est ce que font, en fin de compte, les outils de test automatique. Ces outils-là en rentrent, en fin de compte, en entrée certains mots-clés qui doivent se trouver dans le code, et ce sont ces mots-clés qui sont recherchés et qui sont ressortis en résultat. D'accord? Donc, la possibilité, en effet, de pouvoir, à un moment, dire, écoutez, moi, j'ai un mot-clé ou j'ai un code qui paraît important chez moi, je le rajoute dans la liste, et c'est automatique. C'est comme ça que fonctionnent, en fait, les outils de détection, en fin de compte, de scan de code automatique. Alors, ça peut naturellement vous servir également quand vous faites des revues de code manuelles, hein, parce que si vous avez la liste, là, je m'arrête sur le JavaScript et vous verrez sur le, comment on appelle ça, sur le guide, en effet, de sécurité OAPS, qui fait 240 pages, donc qui est récent. Hein, la dernière version, la version 2, date de l'année dernière. Vous verrez qu'il y a toutes ces informations qui sont dedans, avec des exemples de code qui permettront en effet de comprendre ce que vous utilisez derrière. D'accord? Alors, il y a des standards qui existent, hein, des standards de sécurité, de vérification en fin de compte de la sécurité de l'application. Ce standard, donc, qui a été publié par l'OAPS, mais qui a été le fruit de travail de plusieurs initiatives, hein, dont le NIST et autres, ce standard-là date de mars 2019, d'accord, la dernière version. Et vous allez avoir 3 niveaux, en fin de compte, on peut être certifié sur ce standard-là. D'accord? Ces 3 niveaux, ce premier niveau-là, toutes les applications devraient pouvoir le faire. D'accord? Ce n'est pas un requis, on dit que c'est convenable de le faire, c'est acceptable, mais si ça devient, si vous voulez, une norme ISO, on dira que c'est un must, et là, on dira un should. D'accord? Donc ici, ce premier niveau-là,
toutes les applications devraient pouvoir passer, si vous voulez, ces tests. Par chance, ces tests-là peuvent être automatisés. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des tests d'intrusion automatiques, on peut utiliser également des codes sources, enfin des outils de scan de code automatique. C'est ce qu'on voit ici. Les DAST, ce sont les dynamiques, ce sont les codes dynamiques. Et ici, les tests d'intrusion peuvent être automatisés. Alors, plus on descend au niveau de la criticité de l'application, parce que ce premier niveau-là, c'est une application lambda. Le deuxième niveau, c'est une application qui requiert un tout petit peu… Oui. Passe à côté du… Ah, pardon. Voilà, je reviens. Donc, le deuxième niveau est s'adresse, si vous voulez, à des applications qui ont quand même des contraintes en matière de sécurité. Et là, vous allez voir qu'au niveau de deux dernières colonnes, on va passer, si vous voulez, à des revues hybrides, c'est-à-dire une combinaison, en fait, de revues de code automatique, mais également des revues de code manuelles. Et là, on est sur du SaaS. Et le troisième niveau, c'est vraiment le niveau où on utilise, en fin de compte, des cartes bleues ou des informations très critiques. Là, on monte également en gamme. On a à peu près les mêmes contraintes, mais on est quand même beaucoup plus, comment dirais-je, on va beaucoup plus, si vous voulez, dans le test. Donc également, vous allez voir ce standard qui existe, qui vous liste clairement, mais de manière très nette, qu'est-ce qu'il faut rechercher dans une application, quelles sont les failles qu'il faut rechercher. Donc, je vous laisserai regarder un tout petit peu. On n'a pas beaucoup de temps donc pour couvrir en un quart d'heure si vous avez ces éléments-là, mais ces sources-là, il faut les lire parce que ça vous permet de comprendre réellement ce que vous devrez rechercher en termes de sécurité dans les tests des applications. Alors ici, je vous donne quelques panoramas, en fin de compte, quelques outils de pentest, donc de tests d'intrusion, qu'on pouvez trouver partout, qui sont open source, c'est-à-dire que nous ne travaillons qu'avec des outils open source, et donc qui vous permettent en effet, selon ce que vous allez rechercher, de craquer. Eh ben, vous allez trouver en fin de compte les vulnérabilités. Bon, pour détecter les vulnérabilités, vous avez des Nucto, alors tout ça s'applique sur des applications web. Hein. Donc je ne suis pas sur des applicatifs, on va dire desktop, développés avec du C++ avec un langage spécifique. Là aussi, vous avez des ressources, hein, les CERT. Les SEI CERT vous donnent exactement pas par pas quels sont les codes qu'il faut éviter d'intégrer ou pas. Et ça, ce sont des outils qui vous permettent en effet de pouvoir parcourir votre application web et lancer des tests pour essayer de voir jusqu'à quel point votre application est résiliente. Alors, il y a le Burp Suite qu'on apprécie particulièrement et il y a le BWAP. Donc, le BWAP, c'est, comment dirais-je, c'est le Buggy Web Application, c'est le terme. C'est une plateforme qu'on devrait mettre dans les mains, si vous voulez, de tous les développeurs, étudiants ou pas. En fait, c'est une plateforme qui est plein de bugs, hein, comme vous avez présenté Key1, je ne sais pas quel outil, je ne me rappelle plus, mais qui vous permet en effet de pouvoir tester, pardon, oui, voilà, de pouvoir tester en effet tout ce que vous pouvez trouver comme type d'injection en fin de compte ou de vulnérabilité, injection SQL, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est une application que vous pouvez installer chez vous ou vous pouvez utiliser directement celle qui est en ligne pour pouvoir faire des tests. Voilà. Donc, c'était un condensé, en effet, de tout ce qui était côté sécurité. Nous ne sommes pas forcément test, mais bon, vous voyez que… En fait, tous ces outils, une partie de ces outils pourraient être utilisés par des testeurs web. Tout à fait. Tout à fait. Rajouter dans leur plan de test. Tout à fait. Ben, l'avantage… Il faut, je pense, retenir, c'est que la plupart des outils sont quand même accessibles par des tests analyses techniques. Après, évidemment, quand il faut débugger ou faire des stratégies complexes, il faut intégrer un spécialiste sécurité, évidemment. Mais il y a une partie de la charge qui peut quand même être répartie dans l'équipe. Tout à fait. Ben, les répertoires cachés, généralement, quand on cache des répertoires, c'est parce qu'on a quelque chose justement qu'on veut cacher. Ben, il y a des outils qui vous permettent aussi d'aller récupérer ces informations dans ces répertoires. Les débuggers, ce sont des outils qui vous permettent en effet, en aveugle, c'est-à-dire vous arrivez, vous ne connaissez rien de l'application et de lui faire parler, en fin de compte, de faire parler l'application, tout simplement par les messages d'erreur que cette application va vous poster sur votre page d'accueil. Et ainsi de suite, vous allez pouvoir lire qu'est-ce qu'il y a dans une table et pouvoir injecter directement dans les tables des requêtes ou des commandes qui vont s'exécuter. Ce ne sont pas que des commandes de l'application, mais ce sont des commandes shell, c'est-à-dire des commandes OS, en fin de compte, que vous pouvez exécuter
directement en tapant directement dans des requêtes SQL à partir des informations que vous donne l'application des messages d'erreur. Donc, on cherche les messages d'erreur pour comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Voilà. Donc, on aura l'occasion probablement des questions complémentaires ou... Alors, il y a juste deux outils ici. Hein, voilà. SonarCube et Yaska. Yaska, c'est une initiative OAPS, donc, qui permet en effet de gérer tout ce qui est test manuel, hein, donc statique. Et SonarCube, vous allez voir, c'est un outil qui est open source et qui gère également presque 20 ou 25 langages donc, de programmation, et qui, à mon avis, qui est open source. Ça vaut le coup de le tester parce que ça n'est pas, ça fait le job hein, comme d'autres outils du commerce. Bon, on entend parler de Checkmarks, c'est le terme, on va faire le Checkmarks du code avant d'y aller. Voilà. Donc, vous allez avoir les slides. Il est prêché. Non. Est-ce qu'il y a des questions sur le webinaire, Jacques? Non, c'est très clair. Hein, merci beaucoup. Merci à distance. Hein, d'accord. Donc, de toute façon, voilà, nous, l'idée, c'est que on essaye d'être complémentaires entre les différents niveaux d'expertise, justement. Donc, et d'intégrer ça dans des stratégies de test avec des spécialistes outils, des spécialistes sécurité, qualité. Et je pense que ça peut faire du sens d'échanger entre différents experts en amont dans les stratégies de test pour éviter d'oublier ces familles de tests. Donc, au niveau d'All4Test, nous, on intègre de plus en plus justement ces thématiques dans nos stratégies de test ou dans nos conseils clients pour essayer de remonter un petit peu le niveau de sensibilité des équipes sur ces sujets.